Mark Jane, bonjour. Salut. Vous êtes sur une chaîne sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On est là, on va parler impro, on a le temps, on a une bonne heure devant nous pour parler de plein de choses, de parler essentiellement d'improvisation et de toi et d'improvisation. Est-ce que Marc, tu peux te présenter rapidement? Ouais, donc Mark Jane, je suis anglais. Et puis oui, j'ai commencé l'impro en Angleterre. Je suis venu en France parce que ma femme est française. Voilà. Et ça, c'est maintenant, il y a 25 ans, donc c'était en 96. Et depuis, je continue. J'ai commencé un parcours de comédien en Angleterre depuis tout petit. J'étais comédien en Angleterre. Quand je suis arrivé en France, j'ai continué à faire un parcours comédien et je suis spécialisé dans l'improvisation. Je pense autour de l'an 80, un peu 99-2000, j'ai commencé à vraiment décider de vraiment faire que ça. Et puis voilà, après j'ai tout un parcours d'enseignant et de comédien, metteur en scène dans l'impro. Voilà. Et je suis intermittent spectacle. Je me suis intégré à la France, officiellement. Bientôt la nationalité française? Non. Peut-être, qui sait maintenant, qui sait. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça s'est fait ta rencontre avec l'impro? Comment ça s'est passé? Oui, moi c'était très simple. Donc, petit, j'avais toujours envie, je ne sais pas pourquoi, quand j'avais 8 ans, j'ai voulu faire comédien. Parce que, je ne sais pas, ça me plaisait, je trouve ça rigolo. Mais en fait, non, je crois que je sais. C'est parce que quand j'avais 8 ans, à l'école, notre classe a dû faire un petit spectacle en début de journée, parce qu'en Angleterre, il y a toujours ce qu'on appelle des assemblies. C'est le moment au début de la journée où toute l'école se réunit pendant 10-20 minutes pour discuter un peu de la journée, les choses, donner les infos, etc. Et chaque semaine, il y a toujours une classe qui doit faire le vendredi une petite représentation, un petit spectacle ou un truc, voilà. Et donc, c'était à notre classe de faire ça. Et on avait préparé une espèce de mini-histoire, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Et le prof devait présenter le spectacle. Et en fait, le jour du spectacle, elle était malade, elle n'était pas là. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me suis proposé, je dis, oh non, mais je vais le présenter si tu veux. Je l'ai fait, j'ai super kiffé, ça s'est super bien passé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais une espèce de, c'est cool, le spectacle et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais envie de faire du théâtre. Donc ça, c'était à 8 ans. Et puis après, l'impro, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas que ça existait. Et c'est quand, à 13 ans, à l'école en Angleterre, à l'époque, je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, on commençait déjà à 13 ans à faire des choix sur le sujet qu'on avait envie de faire. C'était des mini-choix. Et un des mini-choix, c'est tu peux faire français ou théâtre. Et donc, fuck français. Et donc, j'ai fait du théâtre. Et j'ai juste eu une chance énorme de tomber sur un prof de théâtre qui était passionné par l'improvisation. Il venait de lire Impro, parce que là, on est en train de parler du début des années 80, donc Impro de Keith Johnston. Le livre était nouveau à l'époque, il était sorti depuis que quelques années. Hein. Et en fait, il était dingue d'impro. Il a lu Keith et en fait, j'ai fait que l'impro avec lui. Il était fou de ça. Et il nous a fait faire le truc de dingue. Quand je réfléchis sur quand je vois et je vois ce qu'il nous a fait faire à l'époque, c'était fou. Hein? On avait 13 ans et il nous faisait faire des spectacles 24 heures. Une histoire 24 heures, on était 12 élèves. On a fait ça pour une œuvre charitable. C'était un événement dans l'école, il organisait ça. Il avait lui et le prof d'anglais, ils étaient très copains ensemble, qui dirigeait le spectacle. Il a pris 12 élèves, donc on avait entre 13 et 16 ans. Et on était une douzaine et on a fait une histoire 24 heures improvisée. C'était n'importe quoi. Mais nous, à l'époque, on était jeunes, on était foufous. On se dit, ouais, c'est cool, c'est rigolo. On était tellement inconscients et lui, il était tellement bon, parce que c'est ça aussi, il était vraiment très, très bon, hein, qu'en fait, on se lançait là-dedans et il nous a fait faire le truc de dingue. Donc, j'ai eu une chance énorme de rencontrer ce monsieur qui s'appelle Richard Wheel, donc Dickie, on l'appelait Dickie. Et voilà, donc de l'âge de 13 à 18 ans, j'ai fait du théâtre avec lui. On a fait du théâtre classique aussi, hein, parce que c'était obligé dans le programme scolaire de quand même étudier un peu le vrai théâtre. Le vrai théâtre. Mais après, en fait, 80% de ce qu'on a fait avec lui, c'était de l'impro. Et tu te souviens de ce que vous faisiez en impro? Vous faisiez quoi?
En spectacle? Non, ou même quand vous faisiez des ateliers d'impro avec... Il nous a fait tout. Il nous a surtout fait tout le livre d'impro de Keith. Donc je sais, quand je me souviens, on a fait le cours de status, on a fait de spontanéité, de storytelling. Il a fait tout Keith en fait. Il était vachement inspiré par ça. Et après, lui-même, il avait plein d'idées. Il nous faisait délirer. Il prenait le spectacle de Shakespeare, il nous faisait improviser Shakespeare. Il nous a fait faire Hamlet en 15 minutes. Tu vois, bon, et voilà. Et qu'on jouait devant les gens, hein, c'était pas juste pour nous. Mais et il nous a même fait aller dans les autres écoles. On a fait des spectacles d'impro. Où on demandait aux élèves de raconter les histoires sur les écoles et nous, on a improvisé notre vision de ça, tout ça. Donc, en fait, il nous a fait faire le truc vraiment, quand on réfléchit aujourd'hui, vraiment de fou, en fait. Et ça marchait bien. Et donc, oui, donc c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir l'impro. Et donc, tu te souviens quel âge tu avais à peu près la première fois où tu te dis, OK, là, je suis en train de faire de l'impro sur scène? 13 ans. OK. Ouais. Je sais que c'est quand j'ai eu 13 ans. Et c'est quand j'ai eu 13 ans aussi, dans cette première année, il nous a dit, bon, voilà, Lisa, donc il nous a filé le livre Impro de Keith Johnstone et il nous a tous dit, OK, tout le monde doit lire ça. Donc on l'a tous lu. Et oui, à 13 ans aussi, en lisant Impro, je trouvais ça excitant. Il avait quelque chose de très excitant dans le découverte de l'impro, grâce à ses profs, grâce à sa personnalité et son énergie aussi, et qu'il était très bon. Mais pour moi, j'avais l'impression j'avais l'impression de faire n'importe quoi, en fait. Je me suis dit, putain, je vais gagner, je vais réussir mon diplôme en théâtre en faisant n'importe quoi. C'est génial. J'avais l'impression de jouer. C'était l'énergie ludique et il avait un côté un peu rebelle, un côté, ouais, fuck le théâtre, on va faire du théâtre sans apprendre du texte. Et, quand tu es jeune, ado, garçon, et il ne faut pas oublier aussi que, petit détail, j'étais à l'âge de 13 à 18 ans, j'étais dans une école de garçons. Donc, tu n'as que le mec. Et donc, ça, c'est particulier. Et quand tu as un groupe de 8-10 mecs qui se dit ouais, fuck the rules, tu vois, et le théâtre, on s'en fout, et on va faire de l'impro, c'est délire, ça va. L'énergie créative est très forte. Et donc, on était très soudés. C'était vraiment un groupe très, très soudé. On était totalement inconscients, et c'était une force. Parce que tu pouvais nous demander de faire tout ce que tu voulais. On disait, oui, OK, on y va. Tu vois, même à un point où le directeur de l'école, à l'époque, nous demandait d'animer les événements dans la ville. Il nous envoyait il avait chaque année, c'était une petite ville à la campagne, donc chaque année, ils ont une espèce de fête, un peu fête de l'agriculture, voilà. Tu vois. Et l'école avait un stand. Et en fait, le directeur de l'école nous a pris 5-6 garçons dans le groupe. Il dit, OK les gars, voilà, il a un stand là, il a quelques objets un peu anciens de la ferme, tout ça, machin. Est-ce que tu peux l'animer? Fais ce que tu veux. Et il nous laissait juste délirer comme des malades. On faisait n'importe quoi, on racontait des histoires. Et on était en roue libre totale et on ne se posait jamais de questions. Et ça, je pense que ça, c'était une force qui était géniale. Et puis... qui te fait aimer l'impro parce que tu dis putain c'est génial en fait je peux tout faire je suis complètement libre et les possibilités sont énormes et donc et j'avais toujours l'impression de juste en fait d'être en train de jouer mais jouer dans la logique ludique et ça m'a plu énormément aussi parce que moi je suis très joueur et j'ai toujours adoré des jeux et donc de trouver une forme de théâtre où tu as l'impression que tu es plus en train de vivre quelque chose de ludique que d'un peu strict, réglementé, tout ça, ça fait vibrer. Et donc, quand tu as lu le bouquin Impro de Keith Johnstone, c'était agréable, désagréable, révélation? Oui, très agréable en fait. Ouais, même à l'âge de 13 ans, parce que je ne suis pas quelqu'un de très littéraire, académique, ce n'est pas vraiment mon trip, mais... Oui, je me souviens que je l'ai lu et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça m'a parlé. Et je pense que c'est la force de ce livre aussi. Et si ce livre est toujours un livre qu'on lit aujourd'hui et qui parle encore aujourd'hui, je pense que c'est parce que Keith a réussi, dans certains de ses enseignements, de vraiment raconter les racines et
de trouver le mot, de mettre les mots sur les choses très simples qui se passent, nos instincts, nos impulsions, et nous donner des mots pour comprendre ces instincts et ces impulsions, mais de manière très simple et pas trop élaborée entre l'eau. Et donc, en fait, ça te parle. Et je trouve que, oui, moi, ça m'a parlé. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, on peut le lire. Et il parle vraiment de nos instincts, de nos impulsions de base, mais d'une manière très accessible. Et que donc, ça te parle et ça va parler encore, je pense. Et à l'époque, ça m'a parlé. Après, comme tout le monde, j'ai lu le chapitre sur le masque et je dis, waouh, le mec, il est pareil. Mais bon, ça, il fallait que je découvre ça plus tard. Justement, pour quelqu'un qui a jamais lu ou qui connaît vaguement Keith Johnston, qu'est-ce que tu peux dire sur la personne, enfin sur le... Sur la personne ou sur le livre? Non, au globo, qui c'est Keith Johnston rapidement, et puis surtout, l'impro de Keith Johnston, ça pourrait se résumer si ça devait se résumer en 3 points, ça serait quoi? Ou 5? Bon, je sais pas, mais Keith, Keith, c'est lui, cette prof en Angleterre qui, sans faire exprès, a commencé à découvrir les notions de spontanéité dans le théâtre. Ce qui est intéressant pour moi dans le parcours de Keith, c'est qu'il a commencé à travailler l'impro dans les années 60, même un peu avant, mais sans vouloir faire de l'impro. Son but, c'était, il donnait le cours de théâtre et il avait juste envie de voir le comédien sur scène qui était vivant et intéressant à regarder. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est que quand il explique que quand il regardait les élèves au moment de la pause café, ils étaient tous en train de tchatcher, discuter autour de leur café et la machine, ils avaient l'air super vivants. Et il disait, dès que tu mettais les mêmes élèves sur scène, tout le monde intéressant à regarder. Ils étaient morts sur scène. Et donc lui, son but, c'était essayer de trouver les astuces et les outils pour que ces comédiens pouvaient avoir l'air aussi vivants que quand, en fait, ils prenaient un café autour de la machine à café. Et donc, il a juste essayé d'expérimenter plein d'outils pour trouver cette vivacité dans le jeu et cette énergie de jeu qui fait que, oui, on a envie de te regarder et que tu nous racontes quelque chose. Et à travers ça, par hasard, en fait, il était en train de travailler l'impro. Mais je ne crois pas qu'il a commencé sa carrière en disant « Ok, je vais faire le spectacle improvisé ». C'était un hasard total. Il a juste arrivé à un point où tous ces exercices qu'il faisait faire à ses comédiens, il s'est rendu compte que c'était sympa à regarder. Et à ce moment-là, il s'est dit avec ses élèves « Et si en fait on invitait d'autres personnes nous regarder faire ces exercices pour voir ce qu'eux ils pensent, parce que nous, ça nous plaît. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a un peu ouvert ses ateliers, le public sont venus, il a vu qu'en fait ça plaisait, et puis il a créé Theatre Machine, et il a commencé en fait à tourner avec ses élèves. Et au début, grosso modo, c'était un peu un atelier ouvert. Et après, il a formé ça, il a créé le spectacle, et puis c'est après que, oui, ça a devenu ce travail sur l'improvisation, et lui-même, il s'est rendu compte que c'était ça, mais c'est venu après, tu vois. Mais donc c'est un travail... je pense, oui, sur la notion de spontanéité. C'est-à-dire C'est-à-dire Ouais. C'est-à-dire trouver le moyen sur scène de suivre ses impulsions, d'enlever ses barrières, de trouver un état d'esprit sur scène où on est détendu et capable de choper le moindre truc et l'utiliser. Il y a une notion aussi très... Donc il y a déjà ça, je trouve, dans le travail de Keith, qui est très important sur la base de son travail, c'est trouver cette énergie-là sur scène pour que la scène devienne un endroit libérateur et ludique et pas un endroit de stress et de pression. Et après, je pense que la deuxième partie de son travail, c'est tout ce qui est la notion de ce qu'on raconte. Une fois qu'on a trouvé cette liberté et cette sensation sur scène, qu'est-ce qu'on raconte pour essayer de faire en sorte qu'en fait, on raconte quelque chose au public et qu'on n'est pas juste en train de délirer pour rien et qu'on peut être très détendu et tout ce que tu veux, mais voilà, ça n'a pas de sens ou c'est rigolo mais sans plus. Oui, il a envie quand même de voir du théâtre,
peut-être dans ce sens-là, il veut dire qu'on raconte quelque chose au public et qu'on les engage dans une histoire qui va un peu plus loin que juste monter sur scène et raconter 2-3 trucs. Donc, je pense qu'il a toute une gamme de son travail qui est axée sur ça aussi. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, après toutes ces années, des exercices ou une philosophie de Keith que tu travailles encore, qui te marque encore? À tout. Je pense qu'il n'y a pas un seul atelier que je fais où il n'y a pas au moins un des exercices qui vient de Keith. C'est obligé. Il faut aussi que... Oui, moi, c'est ma racine, parce que moi, j'ai démarré l'impro comme ça. Quand je dis, mon prof, il était dingue de Keith. Donc, c'est clair que moi, à la base, pendant des années, l'enseignement principal que j'ai eu venait de Keith Johnstone. Même à l'époque, je n'étais pas tout à fait au courant de ça, c'est sûr. Après, j'ai bossé avec Keith après, et donc c'est certain que pour moi, ma racine, c'est Keith Johnstone, que je le veux ou pas. Et après, ce qui est important pour moi aussi, c'est que je suis extrêmement ouvert aussi sur plein d'autres trucs, parce que parfois, on se dit, ah, c'est lui, il fait Keith, lui, il fait ça. Moi, je ne crois pas trop en ça. Et donc, j'ai l'impression, et j'aimerais penser qu'aujourd'hui, j'ai aussi intégré plein d'idées divers et variées, parce que Keith, c'est chouette, mais après, voilà, il faut aller plus loin aussi. Et Keith lui-même, il dit, il n'aime pas le long forme, il n'aime pas certains trucs. Donc, il y a plein de trucs dans l'enseignement de Keith Johnstone où lui, il n'y va pas. Donc, tu es obligé aussi de un peu te nourrir de plein de choses diverses et variées pour avoir encore plus de richesse. Mais à la base, oui, c'est sûr que mon enseignement est clairement basé sur lui. Et oui, il n'y a pas un atelier que je fais où il n'y a pas au moins quelques exercices ou une logique de base. Pour moi, Keith, c'est un socle sur lequel on peut construire plein de choses. Et après, à partir de cette socle, on peut décider de construire le truc très johnstonien, ou on peut aussi, cette socle est solide pour pouvoir après partir dans toutes les directions qu'on veut, que ce soit Johnston ou pas. Et après, pour moi aussi, c'est un esprit de jeu et un esprit d'impro qui est un socle très solide sur lequel après on peut construire plein de trucs. Donc pour moi, il est toujours présent, oui. Quand tu es arrivé en France faire de l'impro, tu as senti une différence avec... ok, ils ont une manière d'improviser différente? Bah oui et non, parce que je suis venu et les gens me disent « Ah, tu fais quoi ?» Ils me disent « Ah, je dis oh, bah, je fais l'impro. »« Ah oui, tu fais le match. » Déjà, moi, j'avais jamais entendu parler de match. Donc, je dis « Bah non, c'est quoi ?» Et après, ils me regardaient bizarrement, style « Bah, tu fais de l'impro. Donc, tu sais pas qu'est-ce que c'est un match. » Et après, je disais « Bah non, moi, j'ai fait le truc un peu comme Keith Johnstone. » Et là, tout le monde me regardait, on dit « C'est qui ça ?» Donc, il avait clairement deux mondes qui se rencontraient. Et c'était sympa, en fait. C'était assez rigolo parce que moi, je n'ai pas trouvé ça un problème. Je trouvais ça plutôt stimulant de savoir qu'il avait un univers d'impro francophone qui était clairement différent, ou qui avait un point de départ différent et qui avait une logique peut-être différente. Et qu'à ce moment-là, moi, j'avais les choses à découvrir. Donc, je me suis dit, OK, ça m'intrigue, OK, on va voir qu'est-ce que c'est. Et qu'en même temps, potentiellement, moi, j'avais les choses à aussi apporter qui étaient différentes. Et tu as découvert quelque chose? Oui, j'ai découvert le univers de le match. Et c'était bien? Je te vois venir. Au début, quand j'ai découvert le match, je me suis dit, OK, c'est cool, ouais, c'est chouette. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec le match. Ce qui me gênait au début le plus, c'est que j'avais l'impression que j'étais dans un pays où l'impro égale match. Et donc, tout l'univers de l'improvisation théâtrale, c'était limité à un seul spectacle. Et j'avais un peu l'impression de vivre dans un pays comme ça au début. Et j'ai rien contre le match, mais c'est quand même bizarre de se dire que tout un travail théâtral se limite à un seul type de spectacle. C'est comme tu vas dans un pays et tu dis « Ah oui, moi je fais de Shakespeare » et tout le monde doit faire Roméo et Juliette et tu ne peux jamais faire un autre spectacle de Shakespeare. Ou juste que tu vas dans un pays, tu fais un pays où pour eux le théâtre c'est Roméo et Juliette et tous les autres spectacles qui existent ne sont pas de théâtre. Tu vois? Et donc j'avais un peu l'impression d'être dans un pays où il avait cette logique-là. L'impro c'est le match et tu ne peux pas faire autre chose. Et donc ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et donc, mais ça a changé. et
il avait aussi... Mais je pense pas que c'était pas voulu, hein. Je pense qu'il avait un vrai problème à l'époque, déjà, je parle d'avant l'Internet et tout ça, ou le début d'Internet. Donc, déjà, au niveau de la vision de ce qui se passe dans le monde, ben, c'était limité. Et puis, tout bêtement, il y a quand même un problème de langue, hein. Il y a une barrière de langue, hein. On était en France et les choses se faisaient en français et l'accès aux choses anglaises était limité à l'époque. Et en plus, ben, tout le monde n'avait pas nécessairement envie de lire ou voir le truc en anglais. Donc, je pense que la barrière de langue, quand même, compte pour beaucoup là-dedans. Et qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses. Et puis, voilà, les gens commencent à aussi, parfois, être un peu moins gênés par le côté anglais, même si la barrière de langue va toujours continuer, va toujours exister, hein. Mais ça va dans l'autre sens aussi, hein. Parce que quand on voit à l'international ce que les gens pensent de l'impro en France, moi, en étant en France, je vois tout ce qui se fait en France aujourd'hui et je me dis c'est hallucinant. Pour moi, on a un des pays au monde où il y a les choses les plus intéressantes qui se passent dans le monde de l'impro, où il y a telle richesse dans les ateliers et les spectacles et les créativités en France aujourd'hui sur la scène internationale. Moi, je trouve que la France maintenant a rattrapé et même pris de l'avance. Des exemples, par exemple, de richesse? De richesse, bah, je regarde tous les festivals qui se font, c'est un truc de folie. Chaque année, il y a un nouveau festival qui s'organise. Et le festival où on a les spectacles très divers et variés, où c'est pas juste un festival où on vient faire quelques cabarets et peut-être une longue forme, où on tente tout, où on mélange tout, où on fait les festivals où on va mélanger théâtre avec mime, avec la danse, avec la musique, et on va oser à foutre tout ça ensemble. Et il y a une ouverture d'esprit sur tous ces... forme d'impro artistique en France et aussi le fait de vouloir mélanger tous les styles d'impro, que ce soit américain, que ce soit Del Close, que ce soit Keith Johnson, que ce soit un truc, je sais pas, bizarroid, mime, asiatique, je sais pas, on va l'accepter, on va le tester. Et en France, c'est une vraie richesse. Et est-ce que c'est ce que les autres pays pensent de la France? Bah, c'est ça où je reviens sur le barrière de langue, parce que j'ai toujours l'impression qu'à l'international, l'Amérique du Nord et l'Angleterre et les pays anglophones ne se rendent pas compte de ce qui se passe en France. Et je pense que, en majorité, c'est parce qu'il y a un barrière de la langue. Et donc, c'est encore pire, hein, dans l'autre sens. Parce que autant en France, on fait un effort pour regarder le show en anglais, va demander aux Anglais de faire un effort d'apprendre le français pour regarder les vidéos ou les ateliers qui se passent en ligne ou le truc en ligne français, où ils vont dire fuck, hein, ils sont fous. Donc, ou alors ils épousent une femme qui est française, quoi. Oui, sinon ils font ça, oui. Parce que moi j'ai dit fuck au début aussi. Donc tu vois, je viens de l'Angleterre et je sais que le pays anglophone, quand tu le demandes à apprendre une autre langue, la première réaction c'est pourquoi. Et donc oui, donc c'est un problème. Et c'est dommage parce que oui, il a une vraie richesse. Heureusement, il y a des festivals qui commencent à se faire, international en France, où les gens viennent de l'étranger de plus en plus et ils commencent à se rendre compte de ce qui se passe en France. Et ils ramènent ça, et ils ramènent ces infos dans le pays. Tu as pu voyager dans plusieurs pays d'Europe faire de l'impro. Est-ce qu'il y a un pays justement similaire du coup à la France où tu dis là il y a un foisonnement d'impro de malade, ou alors par des vidéos? Est-ce que tu alors moi je voyage pas énorme non plus, hein. Je suis pas dans le groupe d'improvisateurs qui parcourt le monde tout le temps. Et c'est un choix plutôt familial parce que j'ai une famille. Par rapport à d'autres pays, je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais j'ai l'impression que l'Allemagne, aussi, il y a énormément de choses qui se passent en Allemagne. Beaucoup de festivals, beaucoup de créativité, beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que oui, en Allemagne, ça bouge beaucoup aussi. J'ai l'impression qu'en Italie, ça commence à bouger maintenant. J'ai l'impression que l'Italie est en train de rattraper un peu son retard. Et ça commence à bouger de plus en plus en Italie. Voilà. L'Espagne aussi, un peu pareil, je crois. Et bon, le Suisse, mais le Suisse, c'est un peu comme la France. Je crois que je considère le Suisse un peu comme la France au même niveau. Et Belgique, c'est intéressant parce que la Belgique, il y a un truc particulier, j'ai l'impression, hein, mais encore, il faut mieux parler avec les Belges parce que je ne connais pas super bien non plus. Mais j'ai l'impression qu'en Belgique, il y a quand même cette dichotomie parce qu'il y a le côté Belgique anglophone, Belgique francophone. Et
je ne sais pas si les deux mondes d'impro, anglophone ou francophone en Belgique, se mélangent beaucoup. J'ai l'impression que pas autant que ça, et c'est dommage. Tu vois une différence entre l'impro à Paris et l'impro en province? Dans le monde francophone? Enfin oui, l'impro à Paris. C'est intéressant. Peut-être de moins en moins, je dirais. À Paris, on est gavé. On a le luxe d'avoir tellement de spectacles et d'avoir la possibilité de travailler avec tellement de gens en atelier parce qu'il y a plein de gens qui passent à Paris. À Paris, on a plein des écoles, on a plein de formateurs qui sont super bien. On a le formateur international qui passe à Paris. Donc, on a un vrai luxe à Paris de pouvoir travailler avec tous ces gens et assez facilement et de pouvoir voir plein de spectacles divers et variés. Mais ça commence à changer ailleurs, je pense. Donc, je dirais qu'en Provence, j'ai l'impression que les gens, ils commencent à vraiment avoir envie de faire plein de trucs et d'expérimenter plein de trucs. Et peut-être c'est juste qu'ils ont un peu moins les opportunités qu'on a à Paris. Donc peut-être ça va un peu plus doucement, uniquement parce que, voilà, ils ont moins l'accessibilité à toutes les choses qu'on a à Paris. Mais ça bouge. Et je crois que les envies sont souvent les mêmes. Après, il y a peut-être certains coins qui ont du retard. Comme lesquels? Non, mais c'est marrant parce que parfois, j'ai l'impression, et on me l'a dit, que parfois on m'a demandé de venir à un certain endroit, que ce soit une ville ou un certain coin de la France, et la personne qui me demande dit « Ok, écoute, j'aimerais bien que tu viennes et que tu fais un de tes ateliers un peu, je sais pas, les bases de l'impro, tu vois, un truc un peu ouvert, accessible, pas trop spécifique non plus, et que tu joues, si tu peux, trio ou un truc, voilà, parce que on me dit parce que j'aimerais bien qu'on pousse un peu la porte et qu'on fait bouger un peu les choses. Et il y a certains coins où oui, ça résiste encore un peu peut-être, ou c'est juste, c'est pas le mot résistance, c'est qu'ils ne s'intéressent pas nécessairement à autre chose encore, ou ils ne pensent pas qu'on peut encore faire autre chose, et donc ils sont un peu dans leur routine d'impro. Mais de plus en plus, il y a les gens qui ont envie de faire bouger des coins et faire bouger le truc. Et donc il reste encore quelques petits coins, mais bon, de plus en plus, ça commence à évoluer, partout je crois. Ouais. Donc, je n'ai pas complètement répondu à ta question. Tu as voulu le nom, je ne t'ai pas donné le nom. Du coup, je change de sujet. Okay. Short form versus long form, c'est quoi les avantages de l'un que l'autre n'a pas? Ils sont tous bien. Moi, je m'en fous, les deux sont intéressants. Après, c'est juste pour moi que les deux vont te faire travailler de manière différente. Et chaque forme a ses forces et ses faiblesses. Et c'est intéressant de travailler les deux parce que ça va tirer tes compétences d'impro et élargir ton gamme de jeux. Et donc, short form, c'est très intéressant, je trouve, pour travailler l'efficacité et la rapidité de jeu, la rapidité de mise en place et le fait de choper tout de suite un enjeu et quelque chose, parce que voilà, tu as 3 minutes, 2 minutes pour faire une histoire. Donc, tu ne peux pas prendre ton temps tranquillement en espérant qu'il y a un truc qui va venir. Il faut que tu es super efficace, précise, et tu travailles sur la précision aussi, qui est très intéressant. Donc, pour ça, le short form est très, très intéressant à jouer. Et un spectacle short form aussi, très intéressant dans la logique de la construction de spectacle, l'énergie de spectacle. Je trouve qu'une des choses les plus difficiles en short form, c'est de faire un bon spectacle où on a les choses diverses et variées et qu'on a l'impression que le spectacle monte en intensité. Quand tu fais une longue forme et tu fais une histoire sur 1 heure, le fait que tu fais une histoire où c'est narratif fait que sans faire exprès, tu vas avoir une montée en intensité parce que ton histoire fait que tu vas vers quelque chose, si tu arrives à le bien raconter. Mais en short form, c'est plus problématique parce que tu sais pas. Tu fais plein de petites scènes les unes après les autres. Et pour moi, c'est
je trouve que c'est important de savoir où tu vas avec ton spectacle et d'essayer de terminer quelque part en haut. C'est important pour moi à la fin du spectacle. Le public part avec l'énergie de la fin du spectacle. Si tu as fait un truc super au début, mais les dernières 10 minutes, c'est la merde, il part avec la merde. Et donc oui, en short form, c'est compliqué. Et donc ça, c'est une chose à travailler qui est très intéressante dans le short form, qu'on n'a pas à travailler nécessairement ou de manière différente dans le long form. Et le long form, c'est super intéressant aussi pour cette notion de prendre le temps de mieux endosser un personnage, de rentrer dans une histoire ou un personnage et de pouvoir explorer peut-être plusieurs couches un peu plus riches et variées dans une narrative ou dans des personnages. Et ça, c'est une opportunité qu'on a en long form qui est très intéressant et très utile. Et oui, je travaille un autre rythme de jeu. Bêtement, short form, court, long form, long. Donc le rythme de jeu ne sont pas les mêmes. Ça a l'air super bête de le dire, mais en fait, pourquoi en fait ces termes short form et long form persistent et continuent? C'est parce qu'en fait, à la base, oui, c'est assez logique. C'est ça le travail. C'est un autre rythme de jeu, rapide ou long. Si on est à un festival et on va faire une carte blanche, quelqu'un propose une carte blanche pour jouer un spectacle, quel est le pire truc qu'on puisse te dire ou quel pourrait être le meilleur truc? Si on me propose une carte blanche, le pire... Non, si quelqu'un te dit « Ok, tu vas jouer dans mon spectacle, voilà comment je le pitch, comment serait la pire manière de te le pitcher et quelle serait la meilleure manière de te le pitcher ?» je sais pas. Qu'est-ce qui va te faire que tu te dis « Oui, j'ai envie de jouer ça » ou « Oh là là, ça va être dur ». Moi, je suis assez ouvert à tout, en fait. C'est très rare que quand les gens me proposent un spectacle, je leur dis non. Parce que même si je pense que ça va être la merde, je m'en fous. C'est pas mon spectacle. Donc... Ça te dérange pas de faire un spectacle pourri Alors, dedans? Non, après, je sais pas, pour l'instant, on m'a jamais proposé un truc, je me suis dit, oh là là. Après, si on me dit, OK, on va faire un spectacle où c'est plein de scènes, où à chaque scène, il faut que tu es super rigolo et super drôle, et que tu dois raconter plein de blagues à 100 à l'heure, et que si le spectacle est clairement vraiment basé sur le fait d'être super drôle tout le temps, oui, là, je vais être gêné, parce que je sais que je vais pas pouvoir le faire, c'est pas mon truc. Donc, je vais peut-être faire le spectacle, hein, mais je ne vais pas être bon. Donc, voilà. Et il y a un inverse où tu dis « Ah, ça c'est bien ». Ouais. Après, les choses que j'aime bien, c'est quand les gens me proposent le truc, ou peut-être moi-même, je n'aurais pas osé de le faire, ou je n'aurais pas eu l'idée. Il y a plein de spectacles où on me dit tiens, tu veux venir jouer dans notre truc, c'est un peu comme ci, c'est un peu comme ça. Et c'est les idées que peut-être moi, je n'aurais jamais osé faire pour X raisons, hein, parce que peut-être je n'aurais pas eu l'idée, peut-être j'aurais dit je ne sais pas si c'est intéressant, je n'ose pas faire ça, ou peut-être c'est un truc où je ne sais pas trop si je suis capable de le faire ou pas. C'est arrivé, là, ces derniers temps? Ça arrive tout le temps, oui. Tu as un exemple? D'un spectacle où quelqu'un me dit, tiens, tu vois, là, il y a... Hier. Non, tu vois, c'est arrivé dernièrement. Hier, c'est toi, à l'Improvibar, ils m'ont invité à jouer dans un spectacle. Et le spectacle, c'était un truc super dark, super sérieux. 3 personnes enfermées dans une pièce, torturées par un psychopathe qui devait à un moment donné avouer un truc affreux qu'ils ont fait. Donc, méga dark, méga sérieux. Un truc que moi-même, je ne proposerai jamais, parce que ce n'est pas nécessairement mon trip, que moi-même, je ne savais même pas si ça allait être intéressant pour le public ou pas, mais je me suis dit, OK, oui, super, je vais tenter, on va voir. Donc, en fait, pour moi, la carte blanche, c'est ça, c'est tu tentes le truc et tu essayes et tu vas voir. Donc, oui. On a parlé de la différence entre court et long. Est-ce qu'il y a une bonne technique pour faire des histoires longues en impro? Ça ne veut rien dire parce que... Non, ça ne veut rien dire parce que ça dépend... Non. Quel est ton spectacle? C'est quoi ton spectacle? Qu'est-ce que tu as envie de jouer? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Quel est l'univers, l'énergie de ton spectacle? C'est ça qui définit comment tu vas le travailler. Ce n'est pas le fait que c'est long ou c'est court. Il
il y a certaines notions de jeu qu'on a mentionnées, dans un peu l'efficacité, le durée et les choses que le rythme du spectacle peut appliquer en tant que technique d'impro. Mais la plus grande question, c'est quoi ton spectacle? Qu'est-ce que tu as envie de raconter au public? Tu veux que le public part avec quoi à la fin de ton spectacle? Quelle est l'énergie que tu as envie d'évoquer? Quelle est la sensation que tu as envie qu'ils vivent pendant ton spectacle? Et pour moi, c'est ça qui va te faire choisir certaines notions de jeu, certaines techniques, certains outils, une certaine manière de jouer et une certaine manière d'aborder ton long forme ou ton short form. Hein, mais ouais, tout dépend de ce que tu veux évoquer. Et du coup, tu joues un spectacle qui s'appelle Trio. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu veux évoquer quand tu joues Trio? Au début, l'idée avec Trio, c'était juste j'avais envie de faire un spectacle solo, mais j'aime pas jouer tout seul. Et donc, il fallait que je trouve un moyen de faire un spectacle avec quelqu'un de public, au moins une personne de public. Et spectacle Trio est venu comme un accident, en fait, parce que j'avais testé... j'avais loué un théâtre à Paris et j'avais fait 4 soirs de suite. Et en fait, chaque soir, j'ai testé un concept solo avec public. Voilà. Et j'avais vachement bossé les 3 autres concepts. Et le 4e soir, c'était Trio. Et en fait, je n'avais pas bossé du tout. Et j'avais juste l'idée de... En fait, c'est le base de Trio, c'est le vieux exercice de la machine à écrire. Je me suis dit, si je fais une machine à écrire et que j'ai un membre de public sur scène, avec la machine à écrire, je peux diriger un peu. Et après, je me suis dit, bon, et puis à un moment donné, je vais lâcher la machine, je vais jouer avec eux. Et je vais voir comment ça se passe. Et même avant le première, je ne savais pas si j'allais faire 3 fois 20 minutes, 2 fois une demi-heure, ou 1 fois 1 heure avec 2 personnes. Je ne savais pas. Je me suis dit, je vais lancer le truc. Si je sens que ça se casse la gueule, je vire le gens, je prends une autre personne, je vais voir. Et puis, bon, voilà, j'ai pris 2 personnes, on a fait 1 heure et on a dit, putain, c'est génial. Donc, c'était un accident. Mais après, on a fait l'accident et on fait, OK, ça marche, c'est cool. Après, oui, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux évoquer dans ce spectacle? Pour moi, le mot-clé que j'ai choisi, c'était « héros », pour plusieurs raisons. Pour moi, ce que j'aime dans ce spectacle, c'est cette énergie de voir quelqu'un de normal, de lambda, de monsieur et madame tout le monde qui monte sur scène et qui va être transformé dans un héros pour tout le monde. Dans les yeux du public, cette personne qui monte sur scène et qui réussit à improviser 1 heure devant plein de gens, c'est un truc qu'on imagine, c'est impossible. On imagine que quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre ni d'impro n'est pas du tout capable de faire ça. Et donc, quand en fait ils réussissent, et on voit qu'ils prennent du plaisir en plus, il devient un héros dans les yeux de tout le monde. Donc, ça, c'est cette notion de devenir les héros et qu'on est possible on est capable de faire des choses héroïques un peu dans ça. C'est héroïque à un certain niveau, mais tu vois le truc. Et puis forcément, la deuxième notion, c'est cette notion de l'héros dans l'histoire. Il y a 2 couches dans Trio. Pour moi, ça marche quand on raconte une histoire, donc le narratif est fort et bien avec la notion d'un héros qui est dans une histoire et qui va vivre les choses héroïques dans un genre d'histoire. Donc, il a le côté narratif et puis il a le côté humain, quelqu'un de normal qui se transforme en héros pendant une soirée et qu'après, est adulé par tout le monde, il gagne un Oscar et tout le monde trouve qu'ils sont fabuleux. Et c'est inattendu. Donc, il y a cette notion-là. Tu as 2-3 techniques pour réussir à faire improviser. Donc, tu fais improviser les gens qui n'ont jamais fait d'impro. Oui. 2-3 tips, comment ça marche? Si ça rate, est-ce que ça rate? Comment tu fais? Ça n'a jamais raté. On se dit, oh putain, je dis ça maintenant. Une fois, c'était compliqué, mais je te raconte ça après. Les tips, c'est plein de trucs de Keith Johnston. Hein. Comme je dis, ça c'est la base. Donc, il y a vraiment cette logique. Moi, je crois que la plus grande règle, c'est je dois tout accepter de ce qu'ils font. Je ne peux jamais ignorer ou refuser quelque chose que la personne fait sur scène. Parce qu'à partir de ce moment-là, eux, ils sont capables de faire les erreurs. Et à partir de ce moment-là, ils ne ouvrent pas, et ils sont fermes, et ils n'osent pas. Et donc, à partir du moment que moi, dès qu'ils font le moindre truc,
je l'utilise, et en plus, je l'utilise en le mettant en valeur. C'est, ah oui, c'est génial ça, ah oui, regarde, ouais, là, là. En fait, il commence à se dire, ah, en fait, je suis capable d'improviser. Et à partir de ce moment-là, il se détend, et il commence à se lâcher. Et comme tout le monde, en fait, est capable d'improviser des choses et dire des choses et raconter une histoire, parce qu'en fait, tout le monde sait comment ça marche, bah, il commence à se détendre et il commence à juste se lâcher. Et à partir de ce moment-là, c'est juste, on s'amuse ensemble après. Donc ça, c'est le principal. C'est tout accepter de ce qu'ils font. Qui n'est pas toujours facile, hein, parce que parfois, je te balance le truc, OK, on va. Mais ça, pour moi, ça, c'est le plaisir de ce spectacle. C'est ça que j'adore dans le trio, c'est que je suis obligé de travailler avec des gens qui font n'importe quoi. Et c'est tellement jouissif d'être sur scène avec des gens qui te surprennent, mais vraiment qui te surprennent. Et c'est ça la différence de jouer avec un membre de public et jouer avec un improvisateur. C'est pas que j'aime pas jouer avec des improvisateurs, j'adore. Mais il a une énergie différente quand tu es face à quelqu'un, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils te balancent le truc à la gueule parfois, qui sont le pire consigne d'impro possible. Ils vont faire tout ce qu'il ne faut jamais faire en impro. C'est tellement jouissif parce qu'ils t'embarquent dans le truc que tu n'aurais jamais imaginé. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils m'embarquent dans les histoires fabuleuses. Et très souvent, c'est eux qui sauvent l'histoire. Ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'on arrive à un moment, probablement vers la fin de l'histoire, qui est un moment clé dans l'histoire. Et moi, dans ma tête d'improvisateur, j'ai peut-être une idée à ce moment-là sur ce qu'il faut faire ou comment il faut faire. Et souvent, à ce moment-là, je vais proposer ou laisser le membre de public faire un choix. Et souvent, ils font un choix qui n'est pas du tout ce que moi j'ai en tête. Mais dès qu'ils le font, je me dis, putain, eh ben oui, ils ont raison, c'est ça. Donc en fait, ils comprennent mieux que moi. Et donc ça, c'est bien. Parce que, ouais, ils sont plus... Une fois qu'ils sont lâchés, ils suivent encore plus les instincts. Et nos instincts sont bons. Et pour moi, ça, c'est un des plus grands travaux que tous les improvisateurs doivent faire à tout moment. Et c'est compliqué, hein. C'est de réussir à... Pour moi, le secret de l'impro, c'est d'être détendu. D'être tellement détendu qu'on est capable de suivre nos instincts. Parce que 9 fois sur 10, nos instincts sont bons. Et parfois, on a tellement d'embrouilles ou de trucs qui se passent dans la tête que nos instincts, on ne le ressent pas, on ne le suit pas. Et c'est là où parfois, voilà, on passe à côté de choses qui peuvent être peut-être plus riches, plus sympas, plus intéressantes à regarder. La fois où c'était difficile? De quoi, là? T'as dit une fois c'était difficile. Ah oui. Oui. Bah, oui, c'était assez tôt dans le trio. J'avais fait, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, donc c'était vers le début. Et donc, je joue dans une petite salle à Paris. Et puis, ce soir-là, donc salle avec 45 en place, tu vois. Ce soir-là, il y avait 2-3 groupes d'improvisateurs qui sont venus me voir. Qui, pour trio, c'est la pire chose, d'avoir un public d'improvisateurs, parce que je veux prendre des membres de public. Donc, je ne veux pas prendre de putains d'improvisateurs sur scène. Et donc, plein d'improvisateurs dans le public. Et donc, moi, je choisis toujours les 2 personnes avant le spectacle. Alors, eux, ils ne savent pas, mais moi, je sais qui je vais prendre. Et j'avais vu une fille. Super, je dis, OK, ça, je pense qu'elle, ça va la faire. Mais il n'y avait aucun mec. Et donc, j'étais un peu dans la merde. Et j'ai dit à Peter, mon musicien, j'ai dit, bon, je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, juste avant le spectacle commence, il y a un mec qui arrive, il va à l'accueil. Et déjà, il arrive à l'accueil et il dit, bon, je suis en retard, je peux avoir une réduction pour le spectacle? Donc déjà, il dit, bon, le mec, il est un peu spécial quand même. Mais je me suis dit, c'est le seul mec. Et il est clairement pas improvisateur. Je vais le prendre. Et j'ai dit à Peter, je dis, bon, je vais le choisir. Je ne le sens pas, mais je vais le prendre, on va voir. Bon, j'ai le pris. Au début du spectacle, je discute avant de faire l'histoire, je tchatche avec les gens. Et déjà, là, en discutant, il regarde le public et il fait le petit commentaire au public. Il regarde le public, style, il est con, hein? On s'en fout, non? Donc, il essaye de me casser. Déjà, donc moi je rigole, je me dis ok, j'ai pas fait le bon choix. Et je rigole, je tchatche, tu vois, et je rigole. Et puis on lance le spectacle et je le prends tout de suite pour faire scène 1 avec lui. Je me dis ok, il va falloir voir. Et c'est simple, il commence à jouer. Pareil, il n'arrête pas de faire le petit remarque au public. Et il fait tout pour détruire ma scène, mais vraiment de manière assez
vraiment, vraiment destructif. Le mec, il casse tout. Il refuse tout. Tu lui donnes un objet, il le transforme en autre chose. Il dit c'est invisible. Oh, il n'a rien dans tes mains. Tu vois, il fait tout pour massacrer la scène. Et en fait, moi, je rigole avec. Et j'accepte tout. Et là, à ce moment-là, tu prends son soir en tant qu'improvisateur parce que tu as vraiment envie de le cogner. Et en fait, en plus, il n'arrêtait pas de parler. Je ne pouvais pas caser un mot. Et la seule astuce que j'ai trouvée, c'était à la fin de scène 1, j'ai réussi à faire tomber un mur sur lui et dire qu'il était inconscient et qu'il ne bougeait pas et qu'il ne parlait pas. Et c'était la seule manière que j'avais pour qu'il ferme sa gueule. Donc j'ai fait ça. Et après, hop, je passe à scène 2 avec les filles. Les filles, génial, super. Donc dans ma tête, je me dis, OK, les filles, c'est l'héroïne de l'histoire, on va se concentrer sur elle. Mais je ne peux pas ignorer le mec, il est là. Et donc, scène 3, je reviens. Et scène 3, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il était à le commissariat et il était suspect, je ne sais plus l'histoire, mais c'était un interrogatoire. Et lui, il était attaché à la chaise et je l'interrogeais. Et pareil, il essaie de tout détruire, tout ça. Au moment où il se lève, il dit « Regarde, je suis libéré ». Et donc j'accepte. Je fais « Oh putain, mais comment il a fait ?» Et après, il se retourne et il dit « Regarde, je sors, je casse le mur ». Et il part. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'en fait, l'histoire, c'était dans le genre super-héros. Et donc moi, à ce moment-là, j'accepte. Et je dis, putain, mais ce mec, t'as vu, il est super fort, il a de la force surhumaine, mais comment il fait? Et en fait, il se transforme en super-héros super fort. Et donc, pendant 15 minutes, j'ai ramé comme un malade, et il a tout fait pour détruire, mais en fait, il s'est rendu compte au bout de 15 minutes que chaque fois qu'il a essayé de détruire la scène, il rajoutait quelque chose dans l'histoire, comme je l'ai accepté. Et au bout de 15 minutes, il s'est calmé, après ça a été. Mais pendant 15 minutes, je disais, putain, pourquoi j'ai fait ce spectacle? Tu suis une structure narrative dans Trio? Oui et non. Si tu suivais une structure narrative, alors elle serait inspirée de quoi? Ou de qui? Est-ce que tu veux me faire parler du voyage du héros? Oui, le voyage du héros est quelque chose d'important pour moi et c'est clairement quelque chose sur lequel j'ai réfléchi pour Trio. Alors peut-être juste un petit récap, c'est de qui et c'est de quoi et de quoi on parle. Ok, tu veux... Okay. Rapide. Rapide, oui. Voyage du héros, à la base, inventé par Joseph Campbell, anthropologue qui a étudié plein de folklore, légendes, un peu dans le monde entier, et qui se disait qu'il doit avoir un lien. Et en fait, il a créé une espèce de schéma qui, pour lui, représente les énergies principales. Ouais, les énergies principales, on ne sait pas. Les énergies principales et le mouvement principal d'une histoire que pour lui, il retrouvait dans tout le folklore du monde et dans toutes les différentes civilisations. Voilà. Et donc, cet schéma-là, il a appelé le voyage des héros. Et après, dans les années 80-90, je ne sais plus là, 90. Il y a Christopher Vogler, un Américain qui a étudié le cinéma, qui a repris ça et qui a créé un livre aussi sur le voyage des héros en adaptant un peu la logique de Campbell par rapport à un langage cinématographique et un univers de cinéma d'aujourd'hui. Parce que Campbell, c'est vraiment une mythologie et très académique. Et donc Vogler, il a fait une version un peu plus moderne avec une vue cinématographique. Bon. Et donc, l'un s'appelle, je crois, Le héros aux mille et un visages et l'autre alors, Campbell, son livre, c'est Le héros à mille visages et Vogler, c'est, en français, c'est Le guide du scénariste. Voilà. Et donc, oui, pareil, c'est un hasard, hein, le lien Trio-Voyage des héros, parce que Trio, j'avais prévu de le jouer et la semaine avant de faire Trio, il y a un de mes potes qui m'a envoyé un message, quelques semaines avant, en disant tiens, tu sais, tu as intimé ton spectacle avec l'AFTAS, tu as le droit d'un stage gratuit tous les ans. Truc qu'en fait, j'ai jamais utilisé parce que je suis trop feignant pour ça. Et il me dit tiens, il y a un mec qui passe, ça peut t'intéresser, 3 jours séminaire, voyage des héros, Christopher Vogler, avec l'AFTAS, c'est gratos. Je trouvais que j'étais libre ces 3 jours-là. Et donc, et je me suis dit, c'est gratuit. Si ça me fait chier, on s'en fout. Je n'ai rien payé. Si au bout d'une heure, ça me fait chier, je me casse, je n'aurai rien payé. Et donc, je suis allé, et moi-même, je suis allé en me disant, ça ne m'intéresse pas trop, le voyage des héros, je suis ça débile, je ne vois pas l'intérêt. Mais je me dis, pourquoi pas. Mais au bout d'une heure, 1 heure et demie, j'étais complètement convaincu. Parce que Vogler, quand il parlait, déjà, il n'a pas une manière de raconter le voyage des héros qui est
académique, structuré, machin, tout ça. En fait, il n'a même pas parlé de le voyage des héros pendant le premier jour, je crois. Il parlait de nos instincts, il parlait de nos impulsions. Moi, en écoutant Wagner, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui parlait de l'improvisation. Parce qu'il parlait de la spontanéité, de nos instincts, de nos impulsions, notre connaissance, notre savoir qu'on a, de la narration qui est innée en nous. Et il parlait des énergies, des trucs. Je me suis dit, le mec, il parle d'improvisation, en fait. Et donc, à partir de là, je commençais à me dire, il a un truc. Et après, il t'amène dans cette logique de voyage héros, tout ça. Bon, bref, j'ai eu ça 3 jours, une semaine avant que j'ai joué trio. Et en allant au théâtre, le jour où j'ai joué trio pour la première fois, je me suis dit, peut-être son truc de voyage des héros, ça peut m'être utile si pendant le spectacle, au bout du moment, je ne sais pas quoi faire, peut-être ça peut m'inspirer quelque chose, tu vois. Et donc, j'avais juste pris un petit papier et j'avais noté les 12 étapes sur le papier en disant, bon, je vais mettre ça dans ma poche, si je suis dans la merde, je sors de ma poche, ça peut m'aider. Et donc, j'ai fait le spectacle et j'ai jamais sorti le papier de ma poche, hein. Mais il y a un moment dans le spectacle où je me suis dit, en fait, je crois qu'on est en train de faire telle étape. Et à ce moment-là, j'ai poussé le truc un peu plus pour faire vivre ce moment dans le voyage un peu plus clairement, un peu plus fortement. Et je trouve ça utile. Et donc, à partir de là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à m'intéresser encore plus à le voyage des héros. J'ai commencé à le travailler et le rechercher. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appliqué à Trio, mais quand je dis appliqué, je ne fais surtout pas un spectacle où je parle en disant étape 1, étape 2, maintenant il faut que je fasse étape 3. Je ne travaille pas comme ça et pour moi, c'est essentiel de ne pas travailler comme ça. Pour moi, le gros problème avec le voyage des héros, c'est que c'est un schéma, une espèce de formule en 12 étapes. Et le problème, c'est que quand les gens voient ça, ils se disent, oui, mais bon, toutes les histoires ne fonctionnent pas comme ça. Et ils ont raison. Toutes les histoires ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, toutes les histoires utilisent certains aspects du voyage. Et certains aspects du voyage vont toujours être présents. Mais après, les choses sont modulables. On peut le bouger, on peut le changer, on peut enlever les choses. Moi, quand je travaille avec Trio, je n'ai pas le voyage en tête. Je pars, je commence à jouer et parfois, il y a un truc qui se passe où je me rends compte que je suis à telle étape, où je me rends compte que cette énergie-là ressemble à cette notion dans le voyage. Et à ce moment-là, comme j'ai bossé le voyage des héros, peut-être ça va me faire des choix pour aider cette étape à être encore plus fort ou plus résonnant par rapport à ce que je sais sont les valeurs ajoutées de cette étape ou les enjeux de cette étape dans le voyage. Mais ce n'est pas un truc que j'ai en tête et je ne suis jamais en train de faire le choix en disant maintenant il faut faire telle étape, maintenant il faut faire telle étape. Pour moi, peux nous en parler d'une? Une étape? Ouais, une étape ou un exemple, une application concrète le truc qui est le truc qui est le plus récurrent pour moi, c'est l'étape de crise. C'est cette notion de un grosse merde qui arrive, qui détruit l'histoire et qui tue tout, mais qui arrive au milieu ou à 2/3 de l'histoire. Parce que souvent, on part dans une histoire, on fait monter des enjeux, et c'est à la fin qu'on va faire le gros problème. Donc moi, ce que j'essaie de toujours faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un gros problème qui arrive avant la fin. Et que c'est le ressort de cette grosse catastrophe qui va nous donner l'énergie pour faire le dernier tiers de l'histoire pour aller vers un deuxième gros problème. Donc, la crise. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pense que je suis le plus attentif à ça, surtout en trio. Et parfois, même en trio, si ça ne vient pas naturellement, parce que la plupart du temps, ça vient naturellement. Pareil, si on suit nos instincts. Si tu es attentif à tes instincts, en fait, tes instincts vont te faire ces choses-là. Parce que c'est en nous, on sait comment ça marche. Et c'est là. Mais parfois, si pour X raison, ça ne vient pas naturellement, parfois je vais l'imposer. Parfois, je vais juste dire, je regarde ma montre. Bon, on est à 2/3, il faut que ça pète. Donc, je vais peut-être l'imposer. C'est ça dans Trio? Dans Trio, oui. Et puis dans d'autres spectacles aussi, parfois. Ça t'arrive aussi dans d'autres spectacles? Oui, dans Bio, je le fais. Oui. Parfois, tu te rends compte. Parfois pas. Mais alors, c'est très intéressant, justement, de parler de bio par rapport à tout ça, parce que
Les gens me disent aussi, oui, mais tu ne peux pas faire un voyage des héros avec les gens qui ne connaissent pas, ou qui s'en foutent de ça, ou que ça ne les intéresse pas. Tu peux, parce que tout le monde fait le voyage des héros tout le temps. Et on peut me dire tout ce qu'on veut. Je n'ai pas encore vu une histoire, un film ou un spectacle où ce n'est pas présent. Il est là tout le temps. Et j'adore quand quelqu'un me dit ah ouais, mais regarde ce spectacle-là, oh, c'est un long forme narratif, mais tu vas voir, c'est pas le voyage des héros. Et je regarde, oui, c'est là. Après, le problème, c'est que les gens pensent que le voyage des héros va toujours être fait de manière très superficielle et très claire. Tu vois, on va pouvoir voir les étapes. Non, parfois c'est extrêmement subtil. Et il y a tellement de niveaux de subtilité dans le voyage des héros, dans la manière de le faire, la manière de l'évoquer. Et parfois, les choses sont même pas évoquées verbalement. C'est juste une énergie à un moment donné. Pour moi, le voyage des héros, c'est les énergies. Ce n'est pas les choses qu'on doit faire pratiquement sur scène. C'est une énergie. Et il y a certaines énergies à certains moments qui vont être là dans une histoire. Et comme c'est une énergie, que c'est évoqué clairement, subtilement ou en sous-texte, cette énergie est quand même là. Et donc oui, c'est partout, c'est pas là. Et dans bio, je trouve ça très rigolo. Parfois, en bio, on fait une histoire et après, on discute ensemble et d'autres dans le spectacle vont dire « Ah, c'est des histoires de super machin ». Et moi, dans ma tête, je suis en train de dire « Bah oui, on a fait une histoire un voyage d'héros parfait. » Mais je n'ose pas le dire parce que je ne veux pas faire chier les gens. Mais c'est le nombre de fois, en fait, où après un spectacle, on débrief. Et moi, je suis en train de dire « Bah oui, bah en fait, c'est juste, on a fait un voyage d'héros parfait. » J'en profite, le débrief en impro, Ouais. t'en penses quoi? Ça sert à quelque chose? Oui, ça sert. Je suis contre le débrief tout de suite après le spectacle. Le soir même, ou tout de suite après. Et ça, c'est pas du tout Johnston, tu vois. Donc, tu vois, je peux avoir plein de divergences avec Keith aussi. Parce que je sais que Keith, c'est très, tout de suite après, il faut s'asseoir, il faut regarder scène par scène. Moi, personnellement, je déteste ça. Moi, je trouve que tout de suite après un spectacle, je parle de moi-même. Hein. Après, il y a plein de gens qui vivent ça différemment, mais moi-même, je suis trop à vif. Je sors de scène. Logiquement, si j'ai joué, je pense que je me suis un peu dévoilé, parce que c'est un peu ça, les sur scène, c'est devenir vulnérable, montrer votre vulnérabilité, se dévoiler un peu, s'ouvrir un peu. Et donc, si tu as fait ça, logiquement, à la fin d'un spectacle, tu es toujours un peu ouvert, un peu à vif. Et je trouve que c'est très compliqué, dans cette énergie-là, de tout de suite commencer à dire ça c'était bien, ça c'était pas bien, parce que à ce moment-là, je suis trop sensible. Et donc, je peux mal vivre les choses. Je peux aussi ne pas être suffisamment redescendu pour aussi moi-même savoir et interpréter ce que j'ai fait de manière claire ou pas. Parce que je suis toujours dans une énergie de ce spectacle. Et donc, tout de suite après, non, ne le fais pas. Surtout ne le fais pas. Je trouve que c'est trop dangereux et ça va probablement créer, pour moi, ça crée plus de problèmes que de bien. Par contre, débriefer après, un autre jour, ou le prochain répète, très bien, mais là, comment débriefer? Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de très délicat. Pour moi, un bon débrief, c'est 5 minutes, 10 minutes max, mais méga max. Et juste en disant, OK, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, ça, on peut peut-être travailler ça, on peut peut-être travailler ça, on peut peut-être travailler ça. Super. Et ça vient à un autre sujet aussi qui pour moi est important, c'est comment un groupe s'organise par rapport à un spectacle. Parce qu'il y a une notion dans des troupes de, OK, on fait un spectacle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable du spectacle? Moi, personnellement, je préfère qu'il y a toujours quelqu'un qui a la responsabilité du spectacle. Qu'on le nomme directeur artistique, qu'on le nomme chef de projet, je m'en fous le titre que tu donnes, mais qu'on a clairement une personne qui a la responsabilité de ce spectacle, au niveau artistique, hein, pas aux productions, je parle purement artistique. Et pour moi, le débrief, c'est ces personnes-là. Ce n'est pas tout le monde qui va donner tous les points de vue, toutes les idées à machin. C'est une personne, quand on a donné la responsabilité du spectacle, on a dit, OK, c'est toi qui nous guide sur ce spectacle. Et cette personne-là doit, la prochaine fois qu'on se voit, être capable de dire, OK, ça c'était chouette, ça on va travailler. Et ça aussi, hein, dire des choses qui étaient bien, 2-3 trucs que tu trouvais bien. Et je pense aussi, dans le débrief, qu'il faut mieux rester dans une logique
c'est là où c'est compliqué aussi, c'est de parler du spectacle. Parce qu'il y a le spectacle, et après, il y a des individus, leur personnalité, leur façon de travailler, et puis il y a des scènes dans lesquelles parfois il y a des choses qui se passent. Pour moi, c'est toujours important de regarder la vision globale. Qu'est-ce que le spectacle a donné? Parce que c'est ça que le public part avec. Le public vient voir un spectacle. Et parfois, je trouve que c'est compliqué dans le débrief pour les gens de prendre le recul, de pouvoir voir le spectacle dans sa globalité et pas juste voir l'univers d'improvisateur et toi en improvisation tu fais ci, toi tu fais ça. De prendre cette recul pour voir ok, comment ça s'est passé le spectacle. Et est-ce que le spectacle, pour un public qui n'est pas improvisateur, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a réussi à le faire vivre, ce qu'on avait envie de le faire vivre? Et le problème, je parle trop là ou pas? Pas du tout. Okay. T'es pressé ou pas? Non. Le Alors, problème... On va prendre un petit quart d'heure en plus, 20 minutes encore. Le problème avec cette notion de la responsabilité du spectacle, c'est double, parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui va avoir cette responsabilité, qui n'est pas facile. Pour moi, c'est le truc le plus dur dans une troupe, d'être responsable d'un spectacle, parce que tu dois faire les choix. Et donc, premièrement, il faut faire les choix. Si tu ne fais pas le choix, tu ne sais rien. Et deuxièmement, et surtout, le plus grand problème, c'est qu'il faut que tous les autres membres de la troupe, une fois qu'on t'a choisi pour être responsable du spectacle, il faut qu'ils acceptent tes choix. Si tu as choisi quelqu'un pour être responsable, tu ne peux pas, après, à chaque fois qu'il propose quelque chose, commencer à pinailler en disant « Ah, moi, je ne suis pas sûr, moi, tu sais, moi, je peux faire comme ci. » Non, ferme ta gueule. Tu as donné la responsabilité à cette personne. Ils font des choix, tu suis les choix. Et même si tu n'es pas nécessairement d'accord, parce qu'il n'y a que deux choses qui peuvent arriver. Soit tu trouves que ce n'est pas une bonne idée, mais tu suis le truc, et en fait, finalement, tu découvres quelque chose de nouveau, et tu dis, finalement, ce n'était pas mauvais comme idée, oui, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Ou soit, ça ne marche pas, et donc finalement, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas, on change, on fait autre chose. Mais le plus grand problème, c'est que les autres suivent le choix de la personne. Ça t'est arrivé d'être responsable d'un spectacle? Oui. Un truc qui a marché, un truc qui n'a pas marché par rapport à cette expérience? Ou un ressenti par rapport à être responsable d'un spectacle? Qu'est-ce qui est le plus difficile ou qu'est-ce qui est agréable? En fait, ce que je viens de dire, c'est un peu basé sur mes expériences d'être responsable de spectacle, oui. Cette notion de, parfois tu es responsable, mais les autres, en fait, ils ne t'écoutent pas nécessairement, donc ça sert à quoi? Cette responsabilité, la pression de faire le choix, qui est difficile à gérer, mais il faut oser, il faut faire le choix. Et oui, d'avoir face à vous un groupe de personnes qui se dit « OK, on te suit ». Et même quand, oui, parfois c'est compliqué. Moi, j'ai dirigé les spectacles. Je sais qu'avec les professionnels, on a fait des spectacles. Coffee, j'ai fait un truc un peu barré, c'était un peu bizarre. Et je les ai dit. Mais justement, à ce moment-là, ils m'ont tous dit « OK, on te suit ». Et donc, ça, c'était déjà énorme, parce que j'avais le droit de le pousser et de nous pousser dans les endroits un peu barrés en le disant clairement. Moi-même, je ne sais pas, on va voir. Mais ils m'ont suivi, et donc c'était cool. Et donc, on a pu aller assez loin, on a pu expérimenter le truc un peu barré, un peu bizarre. Mais même à certains moments, avec ce spectacle-là, moi, je me souviens, après un spectacle, j'ai quand même eu Clara qui était en larmes. Et tu fais, oh, putain, merde. Et donc là, à ce moment-là, oui, on en parle. Parce qu'elle me disait, ouais, j'ai mal vécu le spectacle. Et donc, oui, à ce moment-là, c'est difficile parce que tu as la responsabilité de tes comédiens et tu n'as pas envie qu'ils vivent mal les choses, mais on en a parlé. Et au bout, elle s'est rendue compte que, OK, oui, mais c'est parce que ce spectacle-là, et c'est là où je reviens sur, il faut que tu sais quand tu fais un spectacle, qu'est-ce que tu veux communiquer au public, quelle est l'énergie, qu'est-ce que tu veux évoquer. Et en fait, on a réussi le spectacle. Et c'est là où je dis débrief, le recul, le spectacle et le vécu de chacun, ce n'est pas nécessairement la même chose. Donc, le spectacle a réussi. Le public a vraiment ressenti et sont partis avec ce qu'on avait envie qu'ils vivent. Mais, OK, Clara l'a mal vécu, mais après, en parlant avec elle, elle a compris qu'elle a mal vécu parce que, voilà, on l'a poussée dans une direction qu'elle n'avait pas l'habitude de travailler et qu'elle avait trouvé ça bizarre et dérangeant, mais que le spectacle a fonctionné. Et derrière, c'était marrant parce que derrière, en parlant avec elle, elle a compris cette différence entre ce qu'elle a vécu et ce que le public a vécu.
Et puis derrière, elle a foncé dedans. Elle a dit, OK, je vois. Donc elle a mal vécu une fois, on en a parlé, et puis derrière, elle a vraiment foncé dans cette direction-là. Et puis le prochain, elle était extraordinaire. Marjane, tu as écrit un livre qui s'appelle La boîte à outils de l'improvisateur. Oui, j'ai un truc comme ça, oui. Donc un gros livre. Oui, j'ai pas fait exprès. Hein. Et est-ce que tu peux nous en parler, ou plutôt nous raconter un peu pourquoi ça t'est venu entre l'idée de départ et le point final du bouquin. Ouais. Donc il y a un super livre qu'on recommande où tu cites des gens, d'ailleurs, des gens brillants à l'intérieur de ce bouquin. Bah, ça, c'était important pour moi aussi dans le livre de citer plein de gens et de rendre hommage à tous les gens qui m'ont inspiré. Parce que, honnêtement, tous les ateliers, tous les trucs que je fais, moi, j'ai pas l'impression de créer nécessairement énormément de choses. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui sont encore plus créatifs dans les ateliers. Moi, je prends dans les choses qu'on m'a données et que j'ai compris et je bricole avec ça et je crée autour de ça. Mais je ne peux pas écrire un livre en disant voilà mes idées parce que ce n'est pas mes idées, ils viennent d'autres personnes. Donc, j'ai voulu vraiment essayer de citer le maximum de sources et de ressources possibles. Mais le livre, c'était un projet. Honnêtement, ça a l'air très prétentieux de le dire, mais je me suis toujours dit, un jour, j'écris un livre sur l'impro. Bon, truc à la con, tu vois. Quand tu es jeune, tu dis, ouais, un jour, j'écris un livre sur l'impro. Et donc, je ne sais pas pourquoi, c'était, voilà, toujours un truc dans le coin de ma tête. Et j'ai hésité pendant très longtemps, parce que je n'arrêtais pas d'avoir une idée et après, dans l'année, travailler et me dire non, c'est pas ça en fait. Ah, il y a autre chose. Ah, j'ai une autre idée. Et puis, j'ai une nouvelle idée. Ah, j'ai une autre idée. Et donc, il arrive un point où tu dis, est-ce que vraiment ce que je vais créer, ça a valeur ou pas? Et puis, honnêtement, j'avais très peur de créer aussi. Je pense que pour moi, c'était une des choses que j'ai fait qui m'a demandé le plus de courage parce que je suis quelqu'un assez sensible en fait. Et je vis très mal les gens qui me font de mauvais commentaires ou de mauvais critiques. Je sais pas que ça m'énerve, c'est pas du tout ça, c'est que je le vis mal. Et donc moi, quelqu'un qui me dit qu'ils ont détesté ce que je fais, moi je vais pas dormir la nuit. Hein. Tu me dis que tu n'as pas aimé ce que je fais, je dors pas. Et donc je me suis dit, putain, là, un livre, tu écris sur noir et blanc, et tout le monde le lit. Et tout le monde l'interprète aussi, parce qu'il y a ce que tu écris, mais c'est la manière que ça va être interprété aussi. Tu sais pas, tu espères que les gens vont l'interpréter bien. Et après, bon, c'est en ligne, hein, donc les gens laissent les commentaires, les critiques, les machins. Je me suis dit, là, je m'ouvre pour moi, un exercice très compliqué. Si je sors le livre et je commence à avoir plein de critiques et de commentaires négatifs, je ne sais pas comment je vais le vivre. Donc, j'ai hésité longtemps parce que je n'avais pas envie de m'exposer à ça. Et puis, j'étais en vacances avec ma famille, en fait, où je parlais de ça. Et ils m'ont dit, non, il faut que tu le fasses, Donc, je dis, OK, il faut que je prenne ma courage en main et que j'ose le faire. Donc, j'ai osé le faire. Et c'était un processus... oui, c'était intéressant, parce que 2 ans et demi de travail quand même. Premier jet, tu écris un peu tout et n'importe quoi, et après, c'était la réécriture qui était... Là, c'est vraiment difficile, parce que je n'avais jamais écrit quoi que ce soit. Moi, j'avais plein de doutes. Déjà, est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que j'ai dit? Je me dis, est-ce que là, ce que je suis en train de dire sur l'impro, ça reste quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Parce que, tu vois, tu commences à écrire... Il y a 2 ans et demi plus tard, le monde de l'impro a évolué. Donc, j'avais l'impression que, est-ce que ça va toujours être jour? Donc, il y avait ça. Et puis aussi, est-ce que je vais écrire de manière agréable à lire? Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit. Donc, je me suis fait pas mal aider par un copine américain Tama Carroll, qui au début, je lui ai envoyé mes textes et elle a travaillé un peu dans l'édition. Donc, elle m'a donné vachement de conseils au début. Elle a presque phrase par phrase, pour m'aider à trouver ma voix en écriture, parce que ça, c'était le plus important. Trouver la tonalité et la manière d'écrire qui Tu parles de la voix, le chemin, ou la voix ma voix en écriture. Ok.
Comme une voix VOX. Oui, mais pour que quand tu le lis, tu entends une certaine voix et il a une certaine tonalité dans le livre. Et donc, j'ai vachement travaillé avec elle pour trouver ça. Et une fois que j'avais l'impression d'avoir trouvé ça, après, voilà, c'était réécriture, où j'ai relu, j'ai réécrit au moins 10 à 12 de fois pour essayer de trouver quelque chose de pertinent. Et voilà. On peut dire que le titre est bien trouvé dans le sens où c'est une boîte à outils, c'est très pragmatique. Ouais, ça, après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ma vision de l'impro, c'est très pragmatique. Moi, je travaille avec la notion d'outils et je suis assez terre à terre dans l'impro. Je ne suis pas un gros intello, je n'ai pas de théorie ou de concept très évolué ou philosophique sur l'impro. Ma personnalité est quelqu'un de très pragmatique. On va essayer de réussir un truc, ok, on va trouver l'outil qui va que quand tu l'appliques, hop, il y a un truc qui se passe. Et donc, oui, donc dès le départ, ça, c'était quelque chose qui, très tôt dans le livre, j'ai fait ce choix, parce que ça correspond à ma personnalité, que ça va être une boîte à outils. Qu'on aime bien la notion d'une boîte à outils ou pas, c'est pas grave, mais et c'est vraiment fait pour ça. Et l'idée avec le livre aussi, c'est qu'on peut piocher. Tu n'es pas obligé de tout lire. De toute façon, c'est gros, donc je ne sais pas. Mais pioche dedans. Et tu veux travailler un truc sur le personnage, ok, pioche un truc là, status, pioche un truc là. Et j'ai voulu surtout un livre qui mélange pratique et théorie avec des exercices. Et j'étais vachement inspiré par un livre d'un Anglais qui s'appelle John Wright, qui écrit sur des masques. Et lui, son livre, je me suis vachement inspiré dans la structure du livre de lui, parce que lui, voilà, il a les exercices qui sont clairement définis avec derrière la théorie, ou à partir de l'exercice, donc tu donnes la pratique pour que les gens peuvent faire des choses, et puis derrière, tu utilises l'exercice pour après chercher dans la théorie, donc le mélange de deux, je trouve ça utile. Tu te souviens du titre? De quoi? Du titre de ce... Oh, Why is that so funny? Ça a marché? T'en as vendu pas mal des livres? Ça marche bien. Tu sais combien t'en as vendu? Non, parce que mon éditeur a fait n'importe quoi l'année dernière. Donc, non, je ne sais pas combien j'ai vendu, mais... Ça rapporte un peu? Non, alors, si tu veux gagner de l'argent, ne publie pas de livres. Voilà. Je gagne... Rien? Oh non, oui, j'ai les doigts, mais je gagne 1 ou 2 euros par livre vendu. Donc, tu ne vas jamais devenir milliardaire. Il faut savoir que dans un niche comme l'impro, la vente de livres, je crois que la première année, j'ai vendu, je sais pas, 1200, quelque chose comme ça. Et 1200 livres? Oui. Et ça, 1200 euros, donc. Oui, 1200 euros par an, oui. Mais, donc oui, tu gagnes un peu, mais tu ne vas pas jamais devenir riche. Et ça, c'est un très bon niveau de vente pour un livre qui est un peu niche. Donc là, je crois qu'ils sont sur la 3e impression, donc c'est bien. Ça se vend, ils sont contents, ça se vend régulièrement et bien, donc pour l'instant, je suis content. Mark Jane, qu'est-ce que tu n'as pas dit dans ce livre sur l'impro? Qu'est-ce que j'ai pas dit dans le livre, Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je sais pas, j'ai quand même 500 pages, hein, c'est quand même pas mal, je dis quand même pas mal de conneries. Hein. Je sais pas, non, je sais pas, non, je sais pas. Tu vois, le début du livre, le premier chapitre, j'ai essayé d'un peu expliquer ma vision de l'impro, où je dis un peu les choses, pas méchamment, mais... Il y a une partie encore aujourd'hui où tu fais « Ah, celle-là, j'en suis particulièrement fier, je l'aime beaucoup, je l'aime bien. » Dans le livre? Dans le livre. Partie du livre? Il y a un truc... Non, pour l'instant, ce qui me plaît, c'est que j'ai plein de retours sur le livre qui sont positifs, mais sur les parties différentes. Si tout le monde me disait « Cet chapitre est génial, mais personne ne me parlait d'autres chapitres », je dirais « Ok, il y a un problème. » Mais pour l'instant, les gens me disent « Ok, là, cet chapitre m'a aidé, là, c'était génial. » Là. Donc, j'ai l'impression que tout le chapitre parle à tout le monde et que chacun peut trouver son intérêt dedans. Donc ça, je trouve ça le plus important. Et puis, j'ai osé à faire un chapitre sur le voyage des héros, qui aussi était quelque chose que j'ai longtemps hésité, parce que j'avais peur d'avoir l'étiquette de le mec qui fait le voyage des héros, il ne fait que ça. Et j'ai essayé désespérément, hein, c'est compliqué, hein, dans le chapitre sur le voyage des héros, je crois que j'ai même mis en gras, en majuscule, surtout n'essaye pas de tout faire. J'ai essayé de convaincre les gens que, ok, je vais t'expliquer le voyage des héros, avec toutes ces étapes, tous ces trucs, machin, parce que tu es obligé pour essayer de le comprendre. Mais j'ai essayé d'évoquer le fait que tu n'es pas obligé de tout faire, c'est libre, tu peux jouer avec, pioche le truc que tu veux dedans. Et oui, c'était un pari un peu risqué parce que j'avais peur qu'on m'étiquette le mec qui fait le voyage des héros, mais donc toujours toc, 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 toc. Et c'est pas vrai. Je fais plein de... C'est très rare
dans les ateliers que je donne ou le truc de long forme que je fais, que je parle de voyage du héros. C'est que quand les gens m'obligent de le faire. Quand ils me disent, vas-y, explique-nous, ok, je vais te parler. Mais la plupart du temps, oui, je ne suis pas non plus une espèce de... Je ne suis pas un fanatique de ça. Je trouve ça génial, hein. Et pour moi, c'est partout. Mais oui, j'avais peur de l'étiquette, mais bon, après, c'est pas grave. Tu joues dans un spectacle qui s'appelle Bio. Oui, c'est vrai. C'est sympa, ça se passe C'est de la bien. merde. C'est de la merde. Ouais, je fais ça parce que j'avais autre chose, pas autre chose. T'es bien payé? Ça, par contre, oui, c'est pas mal. Non, oui, bah, oui, qu'est-ce que tu veux savoir sur Bio, oui. Que- de- comment ça se... Est-ce que oui, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah, l'intérêt avec Bio, et si ça dure autant, c'est que il y a une exigence de raconter quelque chose, mais avec une liberté totale dans la manière que ça peut être raconté et le genre d'histoire que ça peut être et tout ce qui peut se passer. Donc, il y a une espèce d'exigence de quand même faire passer une histoire au public et de le faire vivre une jolie histoire. Mais après, il y a tellement de possibilités là-dedans. Et je crois que ce que j'aime le plus dans Bio, c'est cette notion d'un long forme narratif, mais avec ce côté ludique et chaotique, où c'est pas propre, où c'est pas lisse. C'est un peu un joyeux bordel, mais c'est un joyeux bordel dans lequel, en fait, regarde, jolie histoire qui émerge. Et ça, je trouve ça chouette. Ça c'est... je pense que c'est pour ça que quand vous m'avez proposé de jouer plus régulièrement, parce qu'au début, je venais en invité de temps en temps m'éclater. Quand vous m'avez dit, oui, est-ce que tu as envie de le faire plus? Je crois que c'est ce côté-là qui m'a attiré le plus. C'est qu'on va raconter une histoire, on va raconter quelque chose quand même, mais avec toujours cette liberté d'esprit et ce côté ludique de c'est un peu le bordel, mais à travers le bordel, à travers les surprises, les accidents et un peu le n'importe comment, putain, on va découvrir une histoire ce soir qu'on n'a jamais racontée avant. Et je pense que c'est pour ça que ce spectacle continue à tourner et qu'on prend encore le plaisir à le faire, parce que putain, on a fait des centaines quand même, on a fait des centaines de fois, et on arrive toujours à se surprendre sur scène. Mais je pense que c'est parce qu'on a cette... côté un peu ludique, chaotique, qui nous aide à garder la spontanéité dans les histoires. Marc, si je viens avec 2 valises remplies de bifetons pour te dire, je voudrais que tu fasses un spectacle avec de l'impro dedans. L'argent n'est pas un problème, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout l'argent que tu veux. Ah, c'est marrant parce que j'ai jamais vu que l'argent était un problème de toute façon. Hein. Ça veut dire que tu accepterais de travailler gratuitement? Ah, alors tu parles de 2 choses là. Il y a 2 choses différentes. Premièrement, il a l'argent pour produire un spectacle, qu'on peut mettre dans un spectacle pour acheter du matériel, que ce soit la scénographie, les lumières, tout ça. Donc là, il a déjà l'argent pour ça. Et après, il a l'argent pour se payer nous-mêmes pour faire le spectacle. Mais c'est pas exactement la même chose. Et toi, si tu avais le choix, tu ferais quoi ou tu le dispatcherais comment? Bah, forcément, si je peux me faire payer, je me fais payer, hein, ça c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on se fait payer. Parce que le monde de l'improvisation reste quand même majoritairement amateur, hein, et c'est pas péjoratif, c'est juste dans la logique où la plupart des improvisateurs, ils ont un métier à côté, ils font ça en tant qu'activité dans leur temps libre ou leur passion, et donc c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel de l'impro, ton envie, c'est de te faire payer pour ce que tu fais. Et donc, d'être un professionnel qui travaille dans un monde d'amateurs, c'est pas toujours facile parce que l'argent n'est pas toujours là ou c'est pas toujours facile à l'avoir. Donc voilà. Donc plus qu'on peut se faire payer, le mieux, parce que oui, on fait un métier, donc on travaille. Et après, oui, pour tout ce qui est mise en scène, tout ça, machin, je sais pas là-dessus ce que je ferais si tu me dis que tu as plein de thunes, fais ce que tu veux. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai toujours travaillé de manière très minimaliste, en fait. Il y a peut-être aussi ça qui m'a plu dans l'impro aussi, c'est la manière qu'on peut faire vivre les choses fort et faire beaucoup avec très peu. Tu vois, 2 personnes sur scène, une chaise, et tu peux faire vivre un super moment aux gens.
où les gens partent et ils gardent tu les as touchés, tu les as engagés, et ils partent avec un souvenir de cet spectacle. Et voilà, tu étais 2 sur scène avec une chaise. Je reformule du coup la Alors, prochaine envie folle en impro, ça serait quoi en termes de spectacle? Je ne sais pas. En ce moment, je suis en train de expérimenter de plus en plus le truc avec des masques. Parce que c'est quelque chose où il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire et personne ne travaille avec ça. Donc je me dis, OK, il a tout à apprendre en fait. Donc, je n'ai pas une envie folle. Honnêtement, un truc, je dis, ah putain, il faut absolument qu'on fasse ça. En ce moment, je n'ai pas nécessairement ça, mais le truc, le masque, c'est un truc en ce moment qui m'intrigue énormément et je dis là, il y a un truc à creuser peut-être, là, il y a un truc à voir. Et après, donc, si tu me donnes de l'argent, non, franchement, si tu me donnes de l'argent, hein, je veux un lieu dans lequel je peux travailler tranquillement à Paris et stocker mes matos, et donc je mettrai plutôt l'argent là-dedans. D'accord. On arrive à la fin, et donc on parlera des masques une autre fois. Écoute. On arrive à la Chapitre fin, 2. on va donc conclure avec cette question, et finalement, Mark Jane, dans tout ça, pourquoi tu fais de l'impro? Au début, voilà, c'était l'espèce de découverte délirante de cet univers. Maintenant, honnêtement, si je ne fais pas ça, je ne sais pas quoi autre faire. Je n'ai pas de compétences dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Donc, si j'arrête de faire de l'impro, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Mais, aujourd'hui, il y a une espèce d'énergie dans l'impro qui est très forte, très motivante, très inspirante. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que j'ai encore les choses à apporter? Pour moi, mes mentors aujourd'hui, c'est la jeune génération. Tu vois tout ce qu'ils font, c'est la folie. Toute cette génération d'improvisateurs. T'en as en tête? Des jeunes, là? Je sais pas, ils sont partout. Tu veux que je nomme des gens, c'est ça? Je sais pas, Paris, tout ce qui se passe avec l'improvibar, tout ce qui génère là, Smoking Sofa, tout ce qu'eux ils font, les gens comme ça. Et, il en a tellement, je ne peux pas tous les citer. Et puis quand je voyage un peu partout en France, et tu vois tous les gens qui sont en train de créer tout ça. Les jeunes générations, je trouve aujourd'hui, c'est eux qui m'inspirent le plus, qui sont mes nouveaux mentors, parce que c'est eux qui commencent à prendre ce que peut-être on les a apportés avant et ils courent avec. Hein, ils disent, regarde, on peut faire ça. Je dis, oh, OK. Et donc aujourd'hui, j'essaie de rester un peu dans le course. Et peut-être si je commence à être fatigué, je vais aller faire autre chose. Ou si les gens sentent que je suis fatigué aussi, il faut faire gaffe à ça parce que bon, c'est bien de toujours proposer les choses, etc. Mais au bout du moment, peut-être les gens en ont marre de toi et il y a autre chose de plus intéressant. Donc j'essaie de faire gaffe à ça. Dernière question, est-ce que tu as un échec ou finalement tu as appris quelque chose d'un échec que tu peux nous partager? En impro? Ouais. Orga, artistique, spectacle, comme tu veux. Un échec. Oui. Ah, tu veux que je nomme les gens encore? Alors, il faut savoir. Oui, c'est dernièrement, il y a un an. Et c'était très rigolo. Il y a un très bon spectacle qui s'appelle le Grand Redoublement, c'est ça? Le Grand Redoublement. Et donc, c'est Guillaume qui fait ça. Et après un bio, un jour, Guillaume vient me voir et il me dit tiens, tu voudrais pas, on va relancer le Grand Redoublement, tu ne veux pas venir jouer là-dedans? Et moi, je lui ai dit tu sais, je ne suis pas sûr que c'est mon truc. Hein, parce que le Grand Redoublement, il y a 3-4 comédiens, et il a la vidéo qui passe, et il doit doubler en direct, donc c'est très technique, c'est un truc super précis et super compliqué à faire. En français, forcément. Et il faut être super rapide, en français, il faut être méga efficace, il faut être méga rapide, il faut tout de suite trouver le bon mot, le bon parole, le bon truc. Et je dis, je ne suis pas sûr que c'est mon truc. Il dit, non, ça va le faire, tu vois, tu vas apporter des trucs différents. Donc bon, je vais et aucune répétition. Il me fait venir le premier soir et je monte sur scène et on commence à jouer. Et je pense que c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, peut-être 30 ans, où je me suis vraiment senti totalement mal à l'aise sur scène. C'est un truc qui ne m'arrive jamais. Moi, je suis
On me dit toujours, mais quand tu fais, tu as toujours l'air bien. Là, j'étais mal. Et j'essaie de ne pas le montrer, hein, parce que tu es sur scène devant 200 personnes, tu vois. Et parce que c'était pas, moi, je ne suis pas bon pour ça. Je suis pas... Et c'est marrant parce qu'avant, j'avais dit à ma femme, j'avais dit, écoute, ils m'ont proposé ça. Je pense que je ne suis pas capable de le faire. Et elle me dit, ouais, il faut faire l'expérience, vas-y, oh, tu es capable. Donc, en étant complètement idiot et en écoutant ma femme, je lui ai dit oui. Et donc, voilà, donc, j'étais pas bon. Et parce que déjà, en français, il faut balancer. Peut-être en anglais, j'aurais été mieux. Mais encore, je ne suis pas certain parce que c'est un exercice quand même assez balèze. Donc, j'ai quand même fait le spectacle. À la fin, ils étaient tous super sympas en me rassurant, en disant « Non, mais ça va, ça va ». Et moi, j'étais mal. Bon, je n'ai pas dormi de la nuit. Et donc, je devais refaire un mois après, un deuxième. Entre-temps, je discute avec Guillaume, il dit « Ouais, non, ça va le faire, ça va le faire ». Donc, le deuxième, j'y vais. J'étais un peu plus détendu pour le deuxième, parce que je dis « Ça ne peut pas être pire que la première ». Tu vois, au bout d'un moment, ça ne peut pas être pire. Et le deuxième, j'étais plus détendu, c'était mieux. Je ne dirais pas que j'étais bien, mais c'était mieux. J'ai quand même réussi à faire 1 ou 2 mini-trucs et ça va. Mais bon, ouais, c'était pas mon truc, quoi. C'était pas ma manière de faire et je suis pas bon là-dedans. Et donc après le deuxième, et en plus, j'ai un accent. Donc quand je joue sur scène, en général, ça passe, on arrive à comprendre. Mais quand tu parles dans un micro, l'accent, c'est encore plus dérangeant. Donc, je pense que grosso modo, personne ne comprenait ce que je disais pendant tout le spectacle. Et donc, à la fin, j'ai discuté avec Guillaume et on s'est mis d'accord que, OK, ce n'était pas mon truc. Donc voilà. Donc, T'en as tiré un enseignement? Quoi? De ce truc, Oui. Ce que j'ai appris, et je sais toujours bien, c'est que voilà, moi j'ai fait l'impro depuis plus de 30 ans et j'ai fait plein de spectacles divers et variés et c'est bien de voir que tu ne peux pas tout faire. Et il a le truc que non, même si tu penses que tu as tout fait, même si tu penses que tu peux être dans n'importe quelle situation d'impro, ok, tu es super, tu as fait le millier de spectacles, non, il a le truc que tu ne peux pas faire. Et donc c'est bien de savoir que tu n'es pas capable de tout faire. Ouais, et je suis content d'avoir fait l'expérience, parce que pareil, on parle toujours de, ouais, il faut savoir foirer, j'ai foiré, donc j'ai bien foiré, et c'est pas grave. Et oui, c'est bien de savoir que je peux toujours être mauvais et que je peux toujours foirer un spectacle, c'est bien. On finira là-dessus. OK. Merci Marc. OK, merci.